Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. L'électrification du continent à travers des énergies renouvelables, la question a fait l'objet de discussions à Conakry entre les experts Europe-Afrique sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé, coordinateur du projet en Afrique. La lutte contre la mortalité maternelle et néonatale au centre des préoccupations des sages-femmes des pays francophones réunis à Conakry. Il est question d'élaborer des projets de plaidoyer en faveur des femmes. La Guinée vient de célébrer la journée mondiale de la canne blanche, un événement marqué à Conakry par la sensibilisation et la distribution des cannes aux malvoyants, une première en Guinée. Conakry, 18 octobre 2016, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, coordinateur des énergies renouvelables en Afrique, a présidé ce mardi une rencontre Europe-Afrique sur l'énergie. Les discussions ont porté sur l'examen des projets énergétiques qui pourraient être présentés aux assises de la COP22 au Maroc. Sanassi Keita fait le point. Cette mission Europe-Afrique est axée sur l'énergie. L'objectif étant de préparer déjà les assises de Marrakech pour la COP22, où les questions des énergies renouvelables en Afrique seront au cœur des débats. Un projet par région, parce que beaucoup de gens disent « Ah, mais Alpha, c'est des promesses comme tout ». Je dis « Non, ce n'est pas des promesses comme tout ». Donc, il serait très important qu'on puisse annoncer le financement de ces 5 projets, comme il y a 5 régions. Madame Ségolène voulait qu'on mette le conseil d'administration en place, mais ça va être assez délicat parce que nous avons discuté à Lomé, on a estimé qu'on ne peut pas le faire avant janvier parce que qui va désigner? Il faut que chaque région ait un représentant au conseil d'administration. Bon, qui va le désigner? Bon, si je prends l'Afrique du Nord, il faut être très bien que l'Algérie voudra, le Maroc voudra, bon, qui va arbitrer? Donc il faut que ça soit au sommet. Bon, quel va être le représentant de l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, etc. Il faut quand même que ça soit discuté de façon conscientielle, qu'on se mette d'accord, même si on est d'accord sur ça. Bon, elle a souhaité aussi qu'en dehors de l'Union européenne, que la France puisse faire partie, et éventuellement l'Allemagne. Donc j'ai posé le problème là-bas qu'il se peut qu'on demande d'augmenter le nombre de membres de... Parce que si la France vient, il faut quand même l'Allemagne aussi bien, c'est les deux principaux contributeurs. Bon, donc j'ai déjà posé le problème là-bas pour que mes collègues soient préparés à l'élargissement éventuellement du conseil d'administration. Nous au départ on avait prévu 5-5, mais les autres que j'ai rencontrés, le président Juncker à Saint-Pétersbourg m'a dit non, monsieur Condé, c'est l'affaire des Africains. Donc nous on viendra seulement vous accompagner parce qu'on met l'argent. Donc c'est pourquoi on est venu à 7-2. On va voir maintenant comment faire pour intégrer, parce que 10 c'est un peu délicat, mais enfin, on va voir si c'est 10 ou 11, mais ça on va voir. De toute façon, le principe que la France et l'Allemagne soient dedans est acquis. Maintenant, on va voir si on reste à 10. Si l'Allemagne vient, ça fera 10, ou bien si on monte à 11, pour que, bon, ça on verra concrètement, pour que ça va une majorité, on ne sait jamais. S'il y a 10 et qu'il y a 5-5, il ne faut pas être bloqué. Mais ça, on va voir. Mais on a adopté le principe que les deux pays, soit les deux principaux contributeurs, soient représentés au conseil d'administration. Le président de la République, coordinateur des énergies renouvelables pour l'Afrique, demande à cette mission conjointe d'accélérer les travaux dans le but d'identifier des projets en vue de leur financement. Maintenant, j'espère que vous allez vous mettre d'accord rapidement sur 4 projets pour qu'on puisse annoncer leur financement lors du COP22. On va profiter de la journée du Maroc pour faire une déclaration officielle de communiqué commun entre l'Union européenne et l'Afrique pour vraiment donner la plus grande publicité. Puisque les Américains ont promis Power Africa depuis des années, on ne voit rien. Peut-être que ça va pousser les Américains aussi à avancer, les Canadiens. J'ai écrit à la Chine, j'ai écrit à l'Inde, j'ai écrit à l'Arabie Saoudite pour leur dire aussi de participer au financement des 10 gigawatts qui ont été promis à Paris lors du COP21. Il ne faut pas seulement que ce soit l'Union européenne seulement. L'ambition du chef de l'État, coordinateur des énergies renouvelables pour l'Afrique, est d'offrir de l'électricité aux millions d'Africains qui continuent aujourd'hui de végéter dans l'obscurité. Une nouvelle société minière vient de lancer ses activités en Guinée. Dynamic Mining évolue dans l'exploitation de la bauxite à Malapouya, dans la préfecture de Boké, avec une enveloppe estimée à 250 millions de dollars. La société compte créer plus de 1000 emplois en Guinée. Elle a présenté ce mardi son projet. Falilou Diallo était de la partie.
Après 3 années de recherche dans la région de Bokeh, le projet Dynamic Mining présente son étude de faisabilité. Ce projet va créer plus de 1000 emplois à Malapuya, Kolabougne et Tanene, zone d'implantation. 250 millions de dollars est le coût d'investissement estimé du projet. La préoccupation majeure de cette société est d'abord mettre, et de créer de l'emploi pour les jeunes, ce qui est très important, et aussi mettre la communauté locale dans leurs droits. Parce que souvent, comme vous le savez, les sociétés minières sont confrontées à ce genre de problèmes. C'est pourquoi d'ailleurs on a invité le bureau qui a fait les études d'impact environnemental à être ici présent. Parce qu'on a fait la consultation publique et on souhaiterait aussi, on a élaboré un plan de développement local, on souhaiterait travailler avec la communauté locale. En phase d'exploration, plus de 80 millions de dollars seront investis dans ce projet. Pour le moment, le gouvernement guinéen exige des promoteurs la valorisation des compétences locales. Cette nouvelle société Dynamic Mining vient enrichir cet espace, ne doit pas être une surprise, bien au contraire. C'est un grand plus pour le peuple de Guinée, en termes de revenus qu'il va générer, en termes d'emploi et en termes de valeur ajoutée en général. Pour ces 3 premières années, Dynamic Mining envisage l'exploitation de près de 3 millions de tonnes de bauxite par an. À travers les variantes études, l'étude géologique, l'étude économique et technique, nous voyons que c'est un projet qui va faire des retombées considérables au niveau de Bokeh et surtout dans le développement économique du pays. Le permis de Dynamic Mining couvre 250 km. L'étude de faisabilité de ce nouveau projet minier prévoit l'exploitation de 6 millions de tonnes de bauxite par an dès la 4e année du projet. Éducation. Le ministre de l'Enseignement supérieur a présenté ce mardi son programme de réforme et d'extension des infrastructures universitaires. 4 universités publiques sont concernées par ce vaste programme de modernisation et de qualification des institutions d'enseignement supérieur du pays. Coût d'investissement 350 millions de dollars. Aboubakar Junior Kamara, Mamadou Alpha Badi. Reportage. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté aux journalistes son projet de réforme et d'extension des infrastructures universitaires publiques. Les universités de Sonfonia, Labé, Kankan et Zérékouré sont concernées par ce projet de 350 millions de dollars. La construction ou la rénovation d'universités est l'un des axes de notre plan stratégique. Vous savez, nous avons l'axe de la gouvernance, l'axe des infrastructures, l'axe des équipements et aussi l'axe de la formation des formateurs. L'état de nos institutions d'enseignement supérieur n'est pas, en tout cas en termes d'infrastructures, n'est pas ce qu'on souhaite. Quand vous allez dans nos universités aujourd'hui, vous voyez le retard que nous avons pris en matière de construction d'infrastructures. Depuis 2008, le gouvernement a dépensé plus de 1300 milliards de francs guinéens pour la formation des étudiants dans les universités privées. C'est beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, nous avons été interpellés à plusieurs reprises. Pourquoi vous n'investissez pas dans la construction des universités publiques? Le contrat pour la construction de ces nouvelles infrastructures dans les universités a été paraphé ce samedi avec une entreprise chinoise. Le délai de construction est de 25 mois. C'est une action à encourager. Un groupe d'étudiants de Nantes, composé d'architectes et de sociologues, se propose de faire une étude sur le patrimoine architectural de la Guinée, la ville de Conakry et la communauté rurale de Samaya. Dans la préfecture de Kinia sont concernés par ce projet. Ces architectes français vont travailler avec ceux de l'Institut supérieur d'architecture de Guinée. Makeme Donzo, Younoussa Tawel Kamara. Patrimoine architectural guinéen, objet d'étude de ce groupe d'étudiants de Nantes, composé d'architectes et de sociologues. Il vient identifier les modes d'habitation dans la ville de Conakry et dans la commune rurale de Samaya à Kindia. Ces étudiants vont également échanger avec les artisans sur leur savoir-faire en matière de technique de construction traditionnelle.
Donc nous avons ciblé Conakry parce qu'il nous a semblé important de comprendre aujourd'hui comment on habite dans une grande ville, à la fois dans des quartiers populaires, à la fois dans le centre de Conakry. Il nous a semblé important de mettre en place une méthodologie de recherche et d'études pour les étudiants. Nous avons travaillé sur des fragments à la fois à Kaporo, à Bessia et à Afia Château. Et pourquoi à Samaya? C'est que nous restions en Basse-Guinée. L'objectif du projet, c'est après de partir recenser le patrimoine traditionnel dans les autres régions naturelles de la Guinée. Le projet conjoint de recherche des étudiants de Nantes et de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Conakry va cerner les problématiques architecturales des zones ciblées. Nous prendrons ce jeu, toutes les approches méthodologiques et les équipements nécessaires pour faire correctement des travaux du terrain et obtenir des résultats fiables. Eux ne sachant pas notre culture, nos coutumes, nos traditions et notre mode d'habiter. Or, l'architecture, c'est fondamentalement du social. Quand tu ne connais pas un groupe, une population, tu ne peux pas faire un logement pour cette population. Vous ne pouvez rien pour cette population. Il faut d'abord découvrir la culture, le patrimoine et tout et tout. Ceci est très important. Dans ce cadre de travail-là, nos étudiants iront avec eux. Ils vont commencer un inventaire des logements traditionnels qui ont subi peu de modifications par rapport à l'architecture du tout venant. Le projet expérimental se veut un outil de formation professionnelle pour l'urbanisation future en Guinée. L'autre temps fort de cette édition, la qualification et la modernisation de l'administration, une préoccupation du gouvernement et ses partenaires. Avec l'appui de la coopération franco-guinéenne, plus de 300 stagiaires ont bénéficié d'une formation. La sortie de cette troisième promotion du projet Rajeunir et féminiser l'administration se prépare activement au département de la fonction publique. Baba Kouyati. Dans cette salle de conférence de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la troisième promotion du projet Rajeunir et féminiser l'administration. Devant 308 stagiaires du projet, des conférenciers venus des Sciences Po Bordeaux. Pendant 5 heures d'échange sur les règles déontologiques de l'administration, le management, les conférenciers ont tenté de répondre aux préoccupations des stagiaires. Et ils seront en situation d'être postés pour pouvoir apporter la modernisation et l'efficacité administrative à l'administration guinéenne. Donc notre espoir, c'est que ces jeunes-là soient rapidement postés, deviennent de véritables acteurs de la modernisation dans leurs administrations de l'administration guinéenne et puissent porter le service à l'usager, un service de qualité. Cette conférence se tient à la veille de l'examen final qui devrait déterminer les lauréats de la dernière promotion du projet. La rencontre a permis aux candidats de se préparer davantage pour être parmi les meilleurs. C'est une séance, une série de questions-réponses, c'est-à-dire les stagiaires posent des questions et puis les experts répondent pour permettre vraiment aux stagiaires de répondre au grand maximum à toutes les questions qui vont être posées dans le QCM final. Parce que les résultats issus de ce QCM final détermineront si vraiment les stagiaires peuvent être considérés des lauréats ou bien s'ils vont échouer. Cette conférence nous a permis, en plus du contenu de la formation, de maîtriser, de comprendre c'est quoi l'administration managériale. Voilà, donc on a maîtrisé et les règles déontologiques et l'administration managériale et les principes déontologiques des agents publics. Le 21 octobre, ces stagiaires vont recevoir leur attestation délivrée par Sciences Po Bordeaux. Les lauréats pourraient insuffler une nouvelle dynamique à l'administration publique qui se veut moderne. Comment promouvoir le leadership chez les sages-femmes du continent africain? La question a regroupé à Conakry des délégués venus de 10 pays francophones d'Afrique au centre des débats, l'élaboration des projets de plaidoyer en faveur de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Sori de Kerassine, ce reportage. 30 sages-femmes de 10 pays francophones d'Afrique sont présentes à cette rencontre internationale de Conakry. Elles discutent des questions liées au leadership du métier de la sage-femme dans la préservation de la santé de la mère et de l'enfant. La démarche est de la Confédération internationale des sages-femmes. On a fait une analyse des écarts et puis on a trouvé que dans la plupart des pays francophones, il y a des sages-femmes qui sont déjà des leaders mais qui ne savent pas toujours comment on peut approcher les décideurs. Et donc cet atelier
a comme objectif d'établir une culture de leadership pour aider les associations de sages-femmes pour devenir vraiment les personnes clés qui peuvent vraiment aider à baisser la mortalité maternelle et néonatale. Au nombre des thèmes débattus lors de ce colloque, l'amélioration de la situation des sages-femmes, le travail en équipe, le développement des compétences, mais aussi l'élaboration des outils de communication avec les partenaires. Étant donné que le taux de prévalence contraceptive est de 47%, nous voulons que d'ici 18 mois, que le taux de prévalence contraceptive soit à 62%. Et cela, nous avons élaboré un plan d'action qui va nous permettre, avec l'appui de toutes les sages-femmes de la Guinée, d'inverser la tendance. Cet atelier, ça doit être un départ pour notre plan d'action qui doit être développé en Tunisie dans 3 ans. Les 3 représentantes de chaque pays à cet atelier sont davantage outillées sur le rôle primordial de la sage-femme dans le système de santé. Elles devront surtout être en mesure d'élaborer des projets de plaidoyer pour l'amélioration de leurs prestations quotidiennes en vue de la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Sori Dukera, merci pour ce reportage. La Guinée vient de célébrer la Journée internationale de la femme rurale, la Dureka, un événement qui vise à valoriser la production agricole de la femme paysanne, une occasion mise à profit pour remettre des outillages agricoles aux femmes paysannes de la Basse-Guinée. Yambo Kaba, Seydou Bandiaï, reportage. Placée sous le thème « Femmes, accès au foncier », la journée des femmes rurales est le résultat d'un combat mené par les organisations des femmes à travers le monde. À Debreka, les femmes ont saisi l'occasion pour exposer les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans le processus de production. Les femmes comme les jeunes sont dans l'insécurité foncière et ont difficilement accès à la terre, aux équipements agricoles et matériels post-récolte. Le faible revenu, voire inexistant, qui maintient les femmes toujours dans un état de pauvreté. Pour appuyer les initiatives locales dans la production agricole, ces femmes des villages de la Basse-Guinée bénéficient d'une aide financière de 30 millions de francs guinéens. Un soutien du président de la République au développement de l'économie rurale. Cette année, on a mis l'accent sur le foncier, mais il ne faut pas oublier l'accès au crédit, au financement. La femme rurale, chez nous, a difficilement accès directement au foncier parce qu'elle ne possède pas la terre, parce qu'elle n'a pas de biens immobiliers, etc. Donc c'est autant de choses que nous mettons en exergue. Nous qui nous occupons de l'agriculture, vous savez que 80% des femmes rurales sont dans les champs, sans pour autant posséder la terre, sans pour autant avoir accès au crédit. C'est autant de choses dont il faut parler dans ces journées internationales pour alerter l'opinion publique sur ces problématiques et trouver des solutions idoines. Pour boucler la commémoration de la journée de la femme rurale, des équipements sont mis à la disposition du collège régional des femmes productrices. Il s'agit des outillages agricoles, des décortiqueuses à riz et des intrants pour accroître la capacité de production dans les zones rurales. Dans le même registre, des équipements et des matériels de saponification pour les femmes du Kindia, c'est un don du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui vise à promouvoir les activités créatrices de revenus en vue de permettre aux femmes de se prendre en charge. Nabi Kamara a suivi la remise. Les groupements des femmes de Kindia continuent de bénéficier des appuis du professeur Alpha Condé, président de la République. Après les teinturières, c'est au tour des saponificatrices de recevoir des équipements et matériels entrant dans la fabrication du savon. Ces gestes du président de la République traduisent sa volonté d'aider les femmes de Kania à développer leurs activités traditionnelles afin de pouvoir se prendre en charge et contribuer grandement à l'émergence de l'économie locale. C'est un processus engagé pour appuyer toutes les filières professionnelles de femmes à Kindia, pour essayer de favoriser leur émergence dans le développement. Ça veut faire en sorte que ces femmes se prennent en charge à travers la pratique d'activités génératrices de revenus. Les bénéficiaires de cet appui du chef de l'État se réjouissent et se disent conscientes du rôle à jouer dans la promotion des activités socio-économiques à Kindia. Ce que j'ai vu ici aujourd'hui comme aide me réjouit et m'encourage à travailler davantage. C'est la façon de lutter contre la pauvreté. Ça va nous permettre de subvenir aux besoins de nos enfants.
Le coût de ce don du chef de l'État aux femmes de Kindia est estimé à 50 millions de nos francs. Un film sur la pratique de l'excision vient d'être projeté à la Maison de la Presse à Conakry. Il est réalisé par un groupe de journalistes dans un village de Guékédou. Ce film retrace les méfaits de la pratique de l'excision sur la vie de la femme. Adia Toubari a regardé et apprécié ce film pour nous. Voici son reportage. Ici repose Koumba Tongiano, immortalisé dans ce film. Alors âgée de 5 ans, cette fillette est morte il y a quelques mois après avoir été excisée. La scène s'est produite à Koliantoli, un village de Guékédou, dans la commune rurale de Nongoa. L'excision est un passage obligé pour toutes les filles de cette localité. Mon objectif c'était quoi? C'était de montrer la pratique de l'excision et de montrer les conséquences de la pratique de l'excision afin que les décideurs, toutes les composantes de la société guinéenne puissent comprendre les conséquences de l'excision. L'excision à l'épreuve du temps est le titre de ce film. Il est réalisé par 3 journalistes guinéens avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis. Le tournage de ce film documentaire a duré 6 mois. À peine projeté, son contenu fait des échos auprès des autorités en charge de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Ce n'est pas convenable. Aujourd'hui, au stade où nous sommes, où nous avons toutes les dispositions juridiques qui protègent nos droits et que nous continuons encore à être victimes de telles pratiques. C'était très bien fait parce que je pense que même le film respecte les traditions des vieux, mais en même temps montre quels sont les problèmes, quelles sont les attitudes, quelles sont la direction de changement dans le pays, dans 100% dans la réalité guinéenne. Koliantoli fait partie des 31 600 villages où la pratique de l'excision est sacrée. La recrudescence de la pratique en Guinée place le pays au 2e rang en Afrique. Je vous le disais en titre, célébration de la journée mondiale de la canne blanche en Guinée. Une première, l'occasion a été mise à profit par les organisateurs de sensibiliser et d'offrir des cannes aux malvoyants. La canne blanche, vous savez certainement, permet aux malvoyants de se mouvoir. C'est un reportage de Abraham Christophe Ilalsila. Reportage. La Guinée célèbre pour la première fois la journée internationale de la canne blanche. Une manière de se pencher sur les difficultés que vivent au quotidien les malvoyants. Pour le Lions Club Conakry Réveil, c'est l'occasion de leur apporter un soutien moral et une assistance humanitaire. Ces cannes permettent d'alerter les aveugles et malvoyants de la présence d'un obstacle. C'est pour sensibiliser tout le monde, c'est pour sensibiliser nous qui avons la chance de voir. Parce qu'un aveugle qui doit se déplacer, ce n'est pas facile. Donc en 1930, la canne blanche a été créée pour les aider, en même temps que la mise en place en fait aussi des chiens pour aveugles. Le centre Sogué qui célèbre cette journée dédiée aux aveugles a à sa charge une quarantaine d'enfants malvoyants, dont 15 filles âgées de 6 à 18 ans. Cette structure assure une formation spéciale axée sur la méthode Braille. Aujourd'hui, le centre travaille avec des équipements comme des machines Pékin, les poinçons, les cubes, mais aussi les cubarythmes. Le centre en avait beaucoup besoin, vraiment, mais nous remercions aujourd'hui Lions Club en partenariat avec UGAM pour ce grand geste qu'ils ont pu faire pour le centre Sogué des aveugles malvoyants. Pour ces malvoyants, le plus important, c'est d'assurer la sécurité de ces cannes blanches pour une utilisation efficiente. Le non-voyant a l'obligation de se munir de sa canne qui lui permet d'identifier les obstacles sur son chemin. Elle est un moyen d'orientation efficace pour ceux dont la cécité est irréversible, un outil qui leur facilite la tâche quand ils sont en difficulté dans la circulation. C'est en 1930 que commence l'histoire de la canne blanche en Amérique du Nord. Ce suite au danger que les malvoyants encouraient avec leurs cannes de couleur noire, des cannes que les automobilistes avaient de la peine à distinguer.
Sport foot avant de refermer cette édition. Après les demi-finales de la Coupe nationale le week-end dernier, la finale aura lieu ce dimanche 23 septembre au stade du 28 septembre à Conakry, 23 donc octobre au stade du 28 septembre ici à Conakry à l'affiche AS Kaloum Orea Athletic Club. Fatoumata Matiza Souma, commentaire. Comme l'année dernière, le Orea AC et l'AS Kaloum se rencontrent en finale de la Coupe nationale. Ce classico guinéen est attendu ce dimanche au stade du 28 septembre. L'AS Kaloum, 7 fois détentrice de la Dame Coupe de Guinée et vainqueur de la 57e édition, en découdra avec le champion de Guinée, finaliste malheureux de la dernière édition. La finale de la Coupe nationale, la 57e édition, aura effectivement lieu le dimanche prochain, c'est-à-dire le dimanche 23 octobre à 16h au stade du 28 septembre de Conakry. Cette date est arrêtée. Maintenant, par rapport au retard, cela est dû à la crise que le football guinéen a connue cette année, tout simplement. Vous devez savoir que le football s'était arrêté un moment et qu'il a fallu la mise en place d'un comité de normalisation. Cela a eu des répercussions, évidemment, sur le déroulement normal de toutes les compétitions, dont la Coupe nationale. Quel que soit le résultat de la 57e édition ce dimanche, l'AS Kaloum jouera la Coupe de la Confédération et le Orea la Ligue des champions africains. Et puis sport à la base avec la suite à Mandiana du trophée doté du professeur Alpha Condé. Et il regroupe 12 sous-préfectures de Mandiana. Cette compétition sportive est organisée par la jeunesse de Mandiana sous la direction du prince de Mandiana. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.